Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission sur votre télévision, la Télévision Pacifique, votre émission À Travers. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir à Travers M. Ernst Abraham, qui est directeur exécutif du Service chrétien d'Haïti, une institution créée depuis 1954. M. Abraham, merci d'avoir accepté l'invitation de la Télévision Pacifique et de l'avoir répondu également. Merci aussi de m'avoir invité et je salue toute l'équipe de la radio et la télévision et tous les auditeurs. Voilà. Et toutes les auditrices. Absolument. Et téléspectatrices aussi. Voilà. Je vais oublier, les téléspectatrices et les téléspectateurs. Voilà, merci. En fait, vous êtes architecte, vous avez choisi d'étudier l'architecture. Peut-être à un moment où l'architecture n'était peut-être pas la profession la plus en vogue dans le pays. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire ce choix-là? D'abord, une tendance naturelle pour l'art, le dessin. Et ensuite, parce que dans ma famille, presque tous mes frères et sœurs ont choisi une branche médicale ou paramédicale. Voilà. Et j'ai voulu faire différent. Donc, j'ai opté pour l'architecture plutôt, qui était plus proche de mes tendances, de mes penchants. C'est-à-dire, choisir sa profession supposerait qu'on ait d'abord des penchants, comme vous dites, pour ce qu'on veut étudier, ce qu'on va étudier, c'est ça? Parfois oui, parfois aussi cela dépend des opportunités ou des pressions familiales. Dans certaines familles, on veut que le fils ou la fille étudie quelque chose de très particulier. Donc ça dépend de beaucoup de choses. Dans mon cas, c'était surtout une tendance naturelle. Voilà. Vous avez eu le temps de créer votre propre firme avant de vous verser dans le monde du développement. Pourquoi je peux dire ce changement de cap? Est-ce que c'est un changement de cap ou c'est juste ensuite par rapport à votre choix? En réalité, pendant que je professais l'architecture, parce que je suis d'obédience protestante, je suis membre de la première église baptiste de Port-au-Prince, et un jour, j'ai eu, je dirais, une inspiration ou peut-être un appel de donner une partie de mon temps à la communauté. Mais dans mon esprit, c'était une question d'heures. Je pensais pouvoir donner à une organisation philanthropique ou humanitaire quelques heures comme volontaire, mais tout de suite, j'ai été pris dans l'engrenage. Et je me suis dit, bon, je donnerai jusqu'à 3 ans maximum. Et finalement, je suis là depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans? Oui. Oh là là. Alors ça va faire combien d'années depuis que vous êtes le directeur exécutif? Depuis plus de 20 ans, exactement. Oh là. Et j'ai dû fermer ma firme à cause de cela parce que c'est deux activités incompatibles. Alors, vous êtes directeur de service chrétien du service chrétien d'Haïti qui a 64 ans. Ça va faire 20 ans que vous êtes directeur de l'institution. C'est bien ça. Voilà. Parlez-nous de cette institution, de son apport au monde du développement en Haïti, quoi. Et le service chrétien d'Haïti en tant que, d'abord, l'une des plus anciennes organisations haïtiennes de développement, C'est vrai. dès le départ, a fait le choix de demander à la communauté sa participation, son avis, son point de vue dans tout ce qu'elle fait. Et à l'époque, ce n'était pas une tendance, je dirais, très populaire. Et cependant, dans notre cas, c'est ce que nous avions choisi, ceux qui avaient été à la tête de l'organisation avant moi. Et nous avons travaillé pratiquement dans tout le pays. Le nord-ouest, la Grande-Anse, le sud, le sud-est, etc. Et partout, nous avons toujours été à l'écoute de la population, à l'écoute des communautés, de ceux qui avaient vraiment besoin de nous. Et le service chrétien d'Haïti n'est pas très connu en ville parce que justement, nous avons toujours travaillé dans les milieux ruraux.
Et depuis le commencement, ceux qui avaient dirigé l'organisation s'étaient rendus compte que la pauvreté réelle résidait à la campagne. La pauvreté réelle réside à la campagne. Oui, à la campagne parce que le paysan vit de l'agriculture. Et l'agriculture, c'est une activité, je dirais, saisonnière. Oui. Et entre deux récoltes ou entre les plantations et la récolte, il se passe un temps relativement long. Oui. Et plus on est pauvre, plus ce temps elle paraît long. Oui. Donc, les responsables de l'époque se sont dit, c'est cette catégorie de personnes que nous devons viser et avec qui nous devons travailler. Mm-hmm. Alors, l'une des questions que je vais vous poser, peut-être qu'elle n'était pas là avant, mais elle vient, la question du développement. Il y a peut-être beaucoup d'organisations qui s'y investissent, chacune suivant sa philosophie, sa compréhension de la réalité, notamment le service chrétien d'Haïti se dit, bien, pour moi, ce sont les gens des milieux ruraux. Alors, pourtant, on parle toujours d'Haïti comme étant un pays qui n'est pas vraiment sur la voie du développement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit blocage quelque part? Si oui, c'est quoi et comment y remédier, quoi? Je ne dirais pas qu'il y a un blocage quelque part. Je dirais plutôt que le développement de pays dépend de son gouvernement, pas des ONG ou des organisations. Les ONG, comme mon organisation, nous faisons un travail complémentaire au travail de l'État, mais nous ne pouvons pas faire le travail de l'État. Une organisation privée ne peut pas remplacer l'État. Mais l'État, de son côté, ne peut pas couvrir tous les besoins non plus, parce qu'il y aura toujours des minorités, il y aura toujours des personnes vulnérables, plus vulnérables que d'autres, oui, qui ne seront pas touchées par le travail que fait l'État. C'est pourquoi la présence des ONG est nécessaire, parce que l'ONG a la capacité de rentrer dans les familles et de parler aux gens, de voir vraiment le problème profond que traversent les personnes vulnérables, ce que l'État n'a pas le temps de faire. Donc, les deux sont nécessaires. L'État est obligatoire et les organisations privées de développement renforcent le travail de l'État, disons en terminant ou complémentant, voilà, ce que l'État n'a pas pu couvrir dans son passage. Alors, comme quoi, aujourd'hui, le problème serait que, à force que des fois les différents gouvernements qui se sont succédés n'ont pas pu apporter des solutions pérennes et durables, à ce niveau-là, les organismes de développement du monde privé jouent un rôle de substitut, paraît-il, par rapport aux différents gouvernements ou à l'État. Est-ce que c'est ce qui arrive, en fait? On peut le dire, oui. On peut le dire, et on peut même dire que l'État a pris l'habitude de s'appuyer sur les organisations privées et de penser qu'elles peuvent apporter une solution dans un domaine donné. Mais quel que soit le domaine, l'organisation privée ne peut pas apporter une solution. Elle peut apporter un accompagnement à l'État. Et cet accompagnement ne peut pas précéder l'État. Cet accompagnement doit suivre l'État. Comme quoi, s'il n'y a pas de vision ou s'il n'y a pas d'action qui soit entreprise, cet accompagnement-là va devenir quasiment impossible. Absolument. Voilà. Alors, en fait, au début, tout à l'heure, on parlait du choix que vous aviez fait de devenir architecte, du choix que vous avez fait de fermer votre propre firme, votre propre affaire pour suivre le chemin d'une communauté que vous n'aviez pas créée avant. Alors, quelle est la place du choix dans la réussite d'une vie? Le fait de choisir d'être architecte, par exemple, le fait de choisir de fermer sa firme pour servir la communauté autrement. Comme je vous l'ai dit, je pensais au départ donner
un certain temps, un pourcentage de mon temps à la communauté comme service, comme service social. Voilà. Mais dans mon esprit, je ne voyais pas que j'allais fermer ma firme, Voilà. je ne voyais pas que j'allais changer complètement d'activité. Et la vie m'a attrapé et il s'est trouvé que le travail de développement, le travail d'assister, de participer avec les autres à l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est un travail à plein temps. On n'a pas le temps de faire autre chose. Je laisse mon bureau parfois après la tombée de la nuit en préparant des rapports pour ceux qui avaient donné l'argent. On n'a vraiment pas le temps de faire autre chose. Alors, Et puis, il y a une chose encore. Ouais, c'est un travail qui vous capte. Voilà. Ça vous attrape et puis ça ne vous lâche plus. Voilà. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage. C'est pourquoi je suis resté. Je voulais offrir 3 ans et je suis là depuis 20 ans. Ouais. Oui, c'est pas facile du tout. Alors, vous avez abordé une notion très importante, je dirais, c'est celle de la participation. Vous dites que, en fait, le service chrétien d'Haïti, de son côté, lui-même, invite à la participation des paysans, par exemple, des planteurs, des agriculteurs. Pourquoi avancer avec l'idée de la participation? Pourquoi ne pas, comme le font des fois beaucoup d'organisations, comme le fait parfois le gouvernement, pourquoi ne pas aller vers la verticale du genre, vous avez votre projet, vous atterrissez ça, vous dites participation ou non, on fonce. Pourquoi cette idée de la participation? Parce que le service chrétien d'Haïti, c'est une organisation œcuménique. Œcuménique signifie que l'organisation est connectée à des églises. D'ailleurs, elle a été créée par les églises protestantes à l'occasion du passage du cyclone Hazel. Ah, ça fait du temps. Donc, de ce fait, c'est par, comment je dirais, par tendance même, vous avez dit philosophique, j'aurais dit théologique. Elle est intéressée à connaître les besoins réels des personnes et comment ces personnes elles-mêmes voient leur sortie de leurs problèmes. Comment sortir de... Ce n'est pas toujours évident. Oui. Ce n'est pas toujours évident. Par exemple, nous allons dans une communauté. Pour arriver à la communauté, nous traversons une mare d'eau stagnante. Maman. Arrivé dans la communauté, il y a des problèmes de... Nous nous trouvons en face d'un problème d'infestation de moustiques. Oh là là. Nous qui avons un certain niveau d'éducation, nous nous rendons tout de suite compte que cette mare d'eau... Elle n'est pas normale. Que nous avons traversée, c'est elle qui entretient, c'est là que... C'est le foyer... C'est ça, c'est le foyer des moustiques, c'est C'est la cause, en fait. C'est la cause de leur existence dans l'espace. C'est pas la cause, mais c'est le bain où les moustiques se reproduisent. Oui, c'est une usine à moustiques. Voilà. Mais les paysans ne le savaient pas encore à l'époque. Ils avaient des problèmes qu'ils n'associaient même pas aux moustiques, des problèmes de malaria qu'ils n'associaient même pas aux moustiques à l'époque. Oh là là. Donc, ce n'est pas évident quand on arrive dans une communauté qui a des problèmes de demander à la personne comment vous voyez vos problèmes et comment vous pensez pouvoir en sortir. Parfois, il faut aussi suggérer quelque chose. Il faut apporter stimuler la réflexion. Stimuler la réflexion, donner aussi une suggestion. Oui. C'est ça, c'est dans ce dialogue que l'on trouve la solution parce que, évidemment,
la communauté doit finir par comprendre que cette mare est pour quelque chose et elle doit vouloir participer au drainage de la mare. Donc voilà, c'est un exemple entre autres, mais ce sont des situations que l'on rencontre ce sont des situations, je dirais, récurrentes. Voilà, voilà. Et elles sont quasiment permanentes. Et du coup, me vient une question, c'est comment est-ce que les communautés, les gens des communautés, les citoyens, les citoyennes, les organisations non gouvernementales privées et les institutions gouvernementales pourraient se mettre ensemble et développer une symbiose en vue d'atterrir, de concrétiser ce développement-là. Comment est-ce que cela pourrait se faire? Est-ce que cela est faisable aussi, d'après vous, par rapport à votre expérience en fait? Cela est faisable, mais les organisations de développement ne sont pas faites pour ça. Voilà. Normalement, si nous prenons un pays comme les États-Unis, Oui. c'est un grand pays, vaste, Oui. très peuplé, avec beaucoup d'argent, beaucoup de ressources matérielles. Oui. Normalement, un pays comme les États-Unis n'aurait pas dû avoir d'ONG. Et pourtant, il y a des ONG aux États-Unis qui travaillent avec des populations vulnérables que la loi ne couvre pas. Par exemple, la loi dit Oui, oui. les personnes qui n'ont pas de travail, Oui, les chômeurs, oui. oui, les mères de famille qui ont beaucoup d'enfants, qui sont seules ou veuves ou abandonnées par leur mari, et l'État met à leur disposition un quota de nourriture. Oui. Et ce quota de nourriture est disponible à telle adresse. Mais parfois, la personne qui a droit à ce quota ne peut même pas aller chercher ce quota-là. Donc, il faut un volontaire, des Boy Scouts, une organisation, une église ou quelque chose, quelqu'un, pour aller prendre ce quota et le lui apporter. C'est un exemple entre autres. Oui, je comprends. Ça veut dire que la loi couvre tout le territoire et tous les citoyens. Mais il y aura toujours, et dans tous les pays du monde, des personnes qui ont un statut qui ne leur permettent pas de jouir ou de bénéficier de tout ce que la loi offre. Oui. Et c'est pourquoi ces personnes ont besoin de support additionnel. Et c'est là qu'interviennent les organisations privées, les organisations humanitaires, les organisations de développement. Aux États-Unis, on ne peut pas les appeler organisations de développement puisque l'État s'occupe de développer le pays. Ce sont des organisations humanitaires. Mais les personnes vulnérables en ont besoin. Alors, vous êtes très engagé dans les activités sociales, vous êtes engagé aussi dans, bon, vous le disiez, mais il n'y a pas que le service chrétien d'Haïti, on ne peut pas dire diriger, mais en tout cas, vous accompagnez diverses associations ou organisations de la société civile. Vous êtes aussi bien engagé à travers le service chrétien d'Haïti aux différentes activités liées au changement climatique. En fait, c'est tout un choix, c'est toute une ligne de vie, c'est tout un chemin. Alors, qu'est-ce qui explique que vraiment cette disposition a vraiment agi en ce sens-là? Et maintenant, on parle des programmes de service chrétien d'Haïti. Les programmes, nous travaillons dans l'agriculture, évidemment, puisque nous travaillons dans les milieux ruraux. Oui. L'agriculture, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, le changement climatique. Vous avez posé une question sur le changement climatique. Le changement climatique
on est obligé d'en parler. On ne peut ne pas en parler parce que c'est un changement qui a commencé depuis très longtemps et que nous sommes en train maintenant de voir les conséquences et que nous ne pouvons pas mettre en machine arrière parce que nous sommes arrivés trop loin. On est donc obligé d'y faire face, de voir des solutions d'adaptation ou de mitigation éventuelles, mais plus d'adaptation. Et il est nécessaire d'informer les gens, la société civile, la population, et il est nécessaire de trouver des solutions locales d'adaptation. Solutions locales? Oui. Comme quoi pas des solutions importées, non? Parce que, évidemment, la solution qui sera valable pour le Brésil ne sera pas nécessairement valable pour Haïti. Haïti est une petite île, un pays sur une île. Nous n'avons même pas toute l'île d'ailleurs. C'est vrai. Et le Brésil, c'est un pays de plusieurs millions de kilomètres carrés. Et évidemment, les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Et puis ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même peuple, ce n'est pas la même histoire, parce que les solutions sont aussi influencées par justement la population, son histoire, sa culture, ses tabous, ce qu'elle accepte, ce qu'elle refuse. C'est pourquoi une solution ne peut pas être standard pour l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, la Caraïbe. Ce n'est pas possible. Non seulement chaque pays, mais chaque société, et je me suis mal exprimé, pas chaque société, dans un même pays, on peut trouver plusieurs types de climat, plusieurs types de géographie. On peut trouver de vastes plaines et de hautes montagnes et des personnes qui vivent en haute montagne et d'autres qui vivent en plaine dans le même pays. Oui. Ça veut dire donc que la solution qui est valable pour la montagne n'est pas nécessairement valable pour la plaine alors que c'est le même pays. Oui. Donc, ce sont des communautés. Ce sont des communautés et chaque communauté doit avoir sa propre solution. Voilà. Monsieur Abraham, on va marquer la pause. Chaque communauté doit avoir sa propre solution par rapport à ces problèmes qui généralement dérivent ou découlent de la culture de chaque communauté. On va revenir bien sûr après la pause pour continuer à parler de cette idée-là. Comment est-ce que les solutions doivent vraiment émerger de la situation des gens, des communautés elles-mêmes. On revient après la pause, monsieur Abraham. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique, votre émission sur votre télévision. Nous manquons la pause, on revient dans un court instant. Restez avec nous. Vous suivez à travers sur la télévision Pacifique, votre télévision, votre émission. Aujourd'hui, nous recevons à travers M. Ernst Abraham, qui est le directeur exécutif du service chrétien d'Haïti. Et avant la pause, on parlait justement, M. Abraham, du fait que les solutions aux divers problèmes de développement doivent découler des communautés elles-mêmes et qu'on ne devrait pas avoir de solutions importées, encore moins téléportées. Alors, quel est le rôle de l'État dans tout ça, M. Abraham, d'après vous? Planifier. L'État, le rôle de l'État, justement, c'est de connaître les problèmes du pays et de trouver les solutions. Trouver les solutions implique, évidemment, engager des personnes, des spécialistes nationaux qui connaissent le pays, qui connaissent les problèmes et qui peuvent proposer des solutions qui sont en contact avec les personnes directement impliquées, qui peuvent aussi avoir une expérience étrangère qui peut être enrichissante, mais la solution elle-même ne peut pas être une copie de ce qui s'est produit ailleurs. Alors, de tout ça, est-ce que vous-même, par exemple, vous avez rencontré des obstacles sur votre vie, chemin faisant, des obstacles peut-être pour devenir architecte, obstacles pour changer de cadre
je peux dire, de cadre de fonctionnement en tant que professionnel. Est-ce que vous avez connu des situations comme ça? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Évidemment, on rencontre des obstacles tout le temps, partout. Et dans ma profession d'architecte, mais restons plutôt là au service chrétien parce que l'architecture, c'est un passé plus ou moins relativement lointain. Comme directeur d'une organisation, les principaux obstacles que l'on rencontre, je dirais, c'est le financement. Trouver et maintenir un financement pour organiser et réaliser un projet de développement qui arrive à bout et qui donne des résultats. Le principal obstacle, c'est que ceux qui donnent l'argent ne financent pas plus de 3 ans, rarement 5 ans. Oui. Or, pour obtenir vraiment un résultat durable, il faut plus que 5 ans. Il faut plus que 5 ans pour vraiment amener une communauté locale à un développement autonome. Oui. Les fonds ne suffisent jamais pour cela. Ouais, donc, c'est le principal obstacle auquel et toutes les organisations d'ailleurs font face tout le temps. Oui, voilà. Alors, avant, on parlait de la sécurité alimentaire, qui est un domaine d'intervention également du service. Qu'est-ce qui, d'après vous, est à l'origine de cette insécurité alimentaire que nous vivons ici en Haïti? Je dirais plusieurs choses. D'abord, l'instabilité de la société et de l'État. Le fait que un gouvernement est élu pour 5 ans, il décide que sa priorité, c'est l'éducation. Mais en 5 ans, on ne peut pas aller bien loin en éducation parce que l'éducation, c'est un domaine qu'il faut maintenir pendant une génération pour trouver des résultats. Oui. Après 5 ans, le président le prochain qui est élu, décide que la priorité, c'est pas l'éducation. Sa priorité, c'est pas l'éducation. Alors, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit la justice, quel que soit le domaine que l'on considère, il faut travailler dans ce domaine pendant un temps relativement long. Relativement long parce que même 20 ans, 25 ans, c'est encore court dans la vie d'une société. Mais c'est un minimum, au moins on aura préparé une génération. C'est un premier problème qui dérange, qui gêne le développement du pays, c'est cette instabilité. Mais il y a aussi cette pauvreté chronique de la population qui date de bien longtemps, puisque lorsqu'on regarde les photos des paysans haïtiens dans les années, au début du siècle ou à la fin du 19e siècle, il y a vraiment, on voit cette pauvreté-là qui est installée déjà. Alors, comment développer un pays avec des citoyens pauvres en dessous d'un seuil raisonnable de pauvreté? Ce n'est pratiquement pas possible. Et évidemment, d'après ce que nous constatons, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas fait grand-chose pour aider à améliorer, pour aider à donner comment je dirais, même pour pallier, comme tout le monde. Pallier à cette pauvreté extrême. Et ensuite, il y a aussi la réaction en chaîne de cette communauté pauvre
qui doit survivre. Oui. Pour survivre, elle coupe des arbres, Oui. elle fait du charbon, Oui. et puis on entre dans un cercle vicieux. Comment s'en sortir en fait? C'est difficile. Notez une chose cependant, il ne faut pas croire, parce que tout le temps on parle des paysans qui coupent les arbres. La coupe des arbres n'a pas nécessairement commencé avec les paysans. La coupe des arbres a commencé avec des compagnies qui exportaient du bois. Depuis le 19e siècle, il y a des compagnies haïtiennes parce que le pays était très boisé et il y avait une demande de certains arbres, comme le campêche par exemple, dans le monde, et dès qu'il y a une demande, il y aura une offre. Ouais. Alors, des compagnies se sont formées, ont coupé des arbres avec l'aval des gouvernements de l'époque, et puis évidemment aussi quand tous ces... lorsque la demande a cessé, Oui. et qu'on a cessé de couper les arbres, et que la compagnie s'est retirée, mais l'exemple est resté dans la zone, oui. Les gens se sont rendus compte que l'arbre en soi est une ressource et qu'on peut l'utiliser. Moi, je n'accule pas le paysan, oui. Parce que l'exemple a commencé avec des compagnies. Quand on dit compagnie, on parle de citadins, évidemment. On, oui. Ne parle pas de paysans. Non, non. Voilà. Et en plus, est-ce que c'est pas toujours la coupe des arbres qui pose problème? C'est le fait qu'on ne remplace pas les arbres coupés, qu'il n'y a pas une politique vraiment qui soit, voilà, écoute, on a coupé 2 arbres, mais on va en planter 5, on va en planter 6, 10 peut-être, ce qui permettrait qu'il y ait toujours des arbres dans les communautés. Ce sont des choses que l'on dit toujours. Oui, voilà. Mais qui font face à une réalité différente. Le paysan coupe les arbres par nécessité. Ça veut dire qu'il aura toujours besoin de couper des arbres parce qu'il aura toujours besoin d'argent. Mais replanter un autre arbre, il n'a pas d'incentive, il n'a pas d'intérêt à replanter un autre arbre parce que avoir besoin d'argent, c'est un intérêt puissant. Et très immédiat. Très immédiat. Mais replanter un autre arbre, il n'y a pas il n'y a pas de stimulus. Il n'y a pas de stimulus. Le paysan dit que, bon, la propriété appartient à l'État, c'est à l'État de venir le reboiser. La propriété n'est pas à moi, c'est à son propriétaire de venir le reboiser. Ou bien je n'aurai pas le temps de voir les fruits de cet arbre. Mais ce sont en réalité des prétextes, parce que pendant qu'il refuse de planter sur cette propriété qui appartient à l'État ou à un autre, il coupe les arbres. Oui. Il faut trouver, ou il faudrait trouver, un intérêt. On ne trouvera pas un intérêt aussi puissant que le fait d'avoir besoin d'argent. Avoir besoin d'argent. Mais peut-être qu'on peut trouver un intérêt, disons, à moitié intéressant comme cela, qui pousserait, si on réfléchissait bien, qui pousserait un paysan à planter et à entretenir un arbre. Voilà. Je sais que vous intervenez aussi avec les personnes à mobilité réduite, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément des dysfonctionnements physiques, mais qui ont d'autres formes de dysfonctionnement, qui ont d'autres formes de réduction en termes de mobilité, qui voudraient peut-être même aider à changer le pays, mais qui ne peuvent pas et qui se voient dans l'obligation de laisser leur pays, de laisser leur communauté, de laisser leurs parents, leur famille pour aller soit au Chili pour chercher une vie meilleure, pour aller à côté en République dominicaine pour chercher de meilleures conditions de vie. Alors, se déplacer, la migration, ce n'est pas le problème, mais c'est les causes de la migration du genre. Nous nous déplaçons parce que nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons plus vivre chez nous. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là?
c'est difficile de leur dire quelque chose. Il faudrait leur offrir quelque chose. Voilà. Que peut-on leur offrir? Voilà. Avant de répondre, nous devons noter que la migration est un phénomène humain. Très. L'homme émigre depuis l'Antiquité, même depuis la préhistoire. Donc c'est une réaction, c'est une attitude humaine naturelle. On n'est pas satisfait de son environnement, eh bien, on part ailleurs. Oui. Et on peut ne pas être satisfait de son environnement pour diverses raisons, Oui. pas nécessairement économiques. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense que l'économie représente un poids important Très. dans l'émigration des Haïtiens Vers divers pays de la Caraïbe. Enfin, parce que l'Haïtien n'a pas toujours émigré pour des raisons économiques. Lorsque le pays était dirigé par un dictateur, les gens quittaient le pays pour fuir la dictature. C'est Pas vrai. nécessairement pour des raisons économiques, Non, c'est non. pour des raisons de sécurité, pour des raisons de recherche de liberté. On voulait respirer, on voulait jouir de cette liberté s'exprimer, d'expression. parce que Voilà. même on ne pouvait même pas s'exprimer dans le Voilà. pays. Voilà. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. On a la liberté de parole, on s'exprime, on respire, on se déplace, mais on laisse le pays quand même. Voilà. Il y a donc d'autres raisons qui ont remplacé les anciennes raisons. Notez que pour émigrer, on trouvera toujours une raison. Une très bonne raison. Cependant, il faut reconnaître que le pays n'offre pas beaucoup aux jeunes. Les jeunes de la classe moyenne, les jeunes paysans, les jeunes dans les bidonvilles, et même les jeunes qui travaillent. C'est vrai. Cela ne le fait que un jeune citoyen ait un emploi régulier, cela ne signifie pas absolument, ce n'est pas une garantie qu'il soit satisfait. Or, la satisfaction personnelle représente un intérêt puissant pour laisser son environnement et aller chercher mieux ailleurs. Mieux ne signifie pas nécessairement plus d'argent, mieux peut vouloir signifier De meilleures conditions de de vie. meilleures conditions de vie, un autre type de Ah confort. oui. Alors, que peut-on dire à des jeunes nationaux qui laissent le pays et qui s'en vont? Vraiment, c'est difficile. C'est difficile parce que au cours des, disons, 30 dernières années, on a tellement vu de choses dans le pays sur le plan politique. On a entendu des promesses en l'air. On ne savait pas que c'était des promesses en l'air, mais on n'a pas tardé à se rendre compte que c'était des promesses en l'air. Et je dirais, des faiseurs de promesses se sont succédés et puis le temps a passé. 20 ans se sont écoulés et même plus. Et puis on s'est rendu compte avec le recul, en faisant le décompte, que on se rend compte qu'on a vieilli, on se rend compte que le temps a passé. Des jeunes gens qui étaient à l'université peut-être, ou même à l'école secondaire, ou même à l'école primaire, ont maintenant de grands enfants qu'ils conduisent à l'école. Oui. Ça veut dire que beaucoup de temps
s'est écoulé et puis on est resté à la même situation. Alors, Une situation, par exemple, un point, comment je veux dire, un repère de cette stagnation qui fait semblant d'avancer et qui ne bouge pas. C'est l'électricité. C'est vrai. On a un régime, le régime électrique que l'on a maintenant, je l'ai connu depuis que j'étais étudiant. Oh là là. Ça veut dire que de temps en temps, on a le blackout, de temps en temps, on a l'électricité, et puis c'est on promet que la situation va s'améliorer, et puis ça reste idem. C'est ça. Il n'y a pas de changement. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de l'émission, mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à ces jeunes-là de s'engager dans le changement de la communauté? Évidemment. Mais comment peut-être le faire? Évidemment. Mais il faut vraiment une voix, comment je dirais, écoutée pour le faire. Une voix écoutée. Ah oui, évidemment. Un repère. Quelqu'un en qui ces jeunes-là ont confiance, quelqu'un qu'ils croient qui les accompagneront et quelqu'un qui ne les lâchera pas en cours de route et qui ne profitera pas d'eux, qui ne leur dira pas, qui ne leur racontera pas des histoires parce que il a quelque chose derrière la tête. Ce n'est pas facile de trouver ce genre de personnalité dans ce pays. Nous nous plaignons toujours justement que nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de modèles. C'est ce qui fait qu'à travers nous évitons les gens qui s'engagent. C'est ça. Des modèles. C'est ça. Les personnes en qui on pensait pouvoir avoir confiance et puis on réalise après un certain temps que ce serait un mauvais choix. Voilà. Donc, oui, on peut proposer à ces jeunes de participer à la construction de la communauté, mais il faut un exemple. Ils ne peuvent pas être les pionniers. Il faut d'autres personnes devant comme pionniers et eux-mêmes, ils peuvent suivre. Voilà, alors c'est même pas une question. Comment contacter, par exemple, si quelqu'un qui regarde à travers maintenant voudrait contacter le service chrétien d'Haïti, comment faire? Est-ce que vous avez une adresse, un numéro de téléphone ou une adresse électronique? Comment contacter? Oui, un téléphone 3701 56 53. Et puis l'adresse électronique SCH pour Service Chrétien d'Haïti, c'est les initiales, _Haïti@yahoo.com. @yahoo.com. Voilà. Merci d'avoir répondu à l'invitation, M. Abraham. Et puis on vous dit que la maison est ouverte. Peut-être qu'on pourra vous inviter à d'autres émissions de la Télévision Pacifique. Je serais bien intéressé. Merci beaucoup, Télévision Pacifique. Merci aussi à toute l'équipe. Et je salue aussi les auditrices et les auditeurs. Voilà. C'est la fin de la travers pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. On a reçu M. Ernst Abraham, directeur exécutif du service chrétien d'Haïti. On vous invite à rester sur la chaîne 54, la Télévision Pacifique, pour suivre avec nous la suite de la programmation. On vous dit à bientôt. Au revoir.